Aujourd'hui, on vous présente des sujets choquants. Le prochain problème n'est pas tant choquant, par contre, que dérangeant. C'est Pauline de Longueuil qui nous a envoyé cette question. Bonjour les docteurs, j'ai entendu dire qu'on pouvait implanter des électrodes dans le cerveau pour traiter l'épilepsie. Est-ce vrai? Bien, merci Pauline. Pour en savoir plus, on a fait appel à un neurochirurgien et professeur à l'Institut neurologique de Montréal. Il est spécialiste aussi du traitement chirurgical de l'épilepsie, docteur Jeffrey Hall. Peut-être juste un bref rappel de ce que c'est qu'une crise d'épilepsie. C'est une maladie neurologique caractérisée par une hyperactivité de cerveau. On peut dire un orage d'électricité. Une tempête électrique. Peut prendre d'un orage jusqu'aux autres endroits. Donc ça part de cerveau, puis ça tout là, dans une crise généralisée. C'est ça. Donc comme l'image qu'on voit là, donc il y a un petit morceau, donc une petite zone du cerveau qui envoie des décharges qui sont un peu désorganisées. Exactement. Des fois, on peut préciser exactement d'où ça vient, où se propage. Des fois, c'est plus difficile de faire cette méthode-là. Pauline nous parle d'électrodes à implanter chez les gens. C'est pas pendant la crise, c'est pas pendant qu'ils ont leur mouvement qu'on a tous déjà vu. À quoi ça sert? Pour poser des électrodes, ouais. Mais ça nous aide à la question où ça vient des crises d'épilepsie dans tel patient exactement, parce que tout le monde est différent. Et puis des fois, avec notre équipe multidisciplinaire, on fait tous des tests antécédents comme les imageries, des tests fonctionnels, des électroencéphalogrammes. Et des fois, même avec tous ces tests-là, on n'est pas capable à dire oui, ça vient de là et propage dans quelle direction. Et ça, le but, en fait, c'est éventuellement d'opérer pour les cas plus sévères, j'imagine. C'est ça. C'est pour les cas qui sont réfractaires aux médicaments et on croit qu'on peut définir la zone épileptogène. Donc, trouver ça. Donc, comment vous avez fait ça très concrètement? La procédure, ça passe comment? Oui. Alors, on est maintenant en stéréotaxie. En 3 dimensions, on peut utiliser un bras de robot. Donc, c'est un robot vraiment qui nous aide, oui, voilà, qui nous aide à trouver une voie évasculaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau dans la chemin où on va placer l'électrode. Pour pas que ça saigne, dans le fond. Exactement. Okay. Puis on choisit les endroits avec le groupe multidisciplinaire et puis on passe les électrodes avec le robot. Donc ça ici, c'est pas l'électrode. Ça, c'est pas l'électrode. Ça s'appelle une vis de guidage. Et puis par le bras robotique, on trouve cette chemin que j'ai parlé. Et puis on perce le pot, le cuir chevelu. Donc ça passe à travers le crâne. Oui, et puis le vis est bien vissé, très serré dans le crâne. Donc ça ne bougera pas. Ça ne bougerait pas. La personne peut garder ça en place pendant le temps des recherches. Exactement. Puis, par le vis de guidage, on passe une électrode jusqu'aux profondeurs que... C'est ça qui est l'électrode qui va mesurer. Et une fois que la vis de guidage est ici, on ne fait que le... C'est ça. On le rentre, puis on laisse serrer le capuchon bien en place. Parce que l'électrode est bien serré et bien stable. On va simuler qu'on a traversé la boîte crânienne. Quand l'électrode est bien en place, dans le fond, elle va aller s'insérer dans la zone du cerveau. Dedans les zones qu'on avait choisies avant. Et puis le patient il est admis à la tâche dans un lit vidéotélémétrie, c'est-à-dire que le patient peut être vu par l'enregistrement de vidéo pour voir les types de crises qu'ils ont. Puis en même temps, on peut voir les zones anormales sur les électrodes. Évidemment, toute cette période-là, la personne est à l'hôpital. Elle ne sort pas, de l'hôpital avec... Exactement. Ça peut être quelques jours, jusqu'au temps qu'on a assez d'informations pour prouver, oui, ça vient de là et pas de là, et pour dire, est-ce qu'on peut vous opérer sans vous causer un déficit neurologique? Et puis, dans bien des cas de nos jours, on est capable de proposer une chirurgie pour eux que même il y a quelques années, on n'était pas capable de faire. Ça permet d'opérer davantage. Oui. Donc, ça permet aussi éventuellement est-ce qu'un jour on va pouvoir opérer par cette méthode-là? Mais c'est très intéressant que vous avez demandé cette question. J'ai mes collègues en France qui travaillent maintenant à passer au courant dans les électrodes pour essayer de traiter. Alors, s'il peut préciser, s'il cible assez bien avec les électrodes, est-ce qu'il peut coaguler ou faire une diffusion par les électrodes? Ça, c'est une étude qui est en marche. Peut-être une voie d'avenir. Intéressant, oui. Merci beaucoup pour les informations.
Merci beaucoup. C'est quand même étonnant. Maintenant, on va discuter de couleurs. C'est quoi votre couleur préférée? Je dirais bleu. Bleu, ouais. Ouais, vert, rouge. Jaunâtre? J'en ai beaucoup. Non. Jaunâtre, hein? Non? Non, brun non plus. Ça, c'est une couleur qui inquiète Jean-Louis de Montréal, le jaunâtre. Bonjour les docteurs, j'ai une blessure derrière le genou et la plaie est de couleur jaunâtre. Est-ce normal? C'est une bonne question, Jean-Louis. Effectivement, les plaies, c'est de plein de couleurs. Mais jaunâtre, Chantal, est-ce que c'est une belle couleur? C'est en général pas très bon signe, le jaunâtre dans une plaie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les fois qu'on se fait une plaie, que ce soit nous qui nous faisions une plaie, donc dans une chirurgie, ou que ce soit une plaie accidentelle, il y a des risques. Et c'est pour cette raison-là que vous allez avoir une recommandation par l'infirmière après la chirurgie, le médecin qui fait la réparation si c'est à l'urgence ou par l'infirmière, de bien protéger la plaie. Une plaie doit être le plus propre possible avant de la refermer. Et une fois refermée, il y a des précautions particulières qui doivent être faites. En général, on vous le dit, une journée ou deux sans tremper dans l'eau. Il y a des nettoyages à faire. C'est pas nécessaire et pas recommandé de désinfecter à l'aide d'alcool et de peroxyde et tout ça parce qu'on sait que ça brise les tissus plutôt qu'aider à la réparation. Et malgré toutes ces bonnes recommandations-là, et même si vous suivez le traitement à la lettre, malheureusement, il peut y avoir des situations où l'infection va s'installer. À ce moment-là, c'est important que vous veniez nous voir. C'est qui pouvez reconnaître ces signes-là et consulter pour recevoir un traitement soit d'antibiotiques, soit avoir, des fois même, ça implique une réouverture de certaines plaies. En fait, c'est probablement la complication la plus fréquente de n'importe quelle plaie ou de chirurgie. Oui, et probablement de loin. Oui. Quand elles évoluent, peuvent avoir une apparence un peu particulière, puis ça peut vous mettre la puce à l'oreille que l'infection s'installe. Je vous en montre une ici, et cette plaie-là, c'est pas une infection, c'est une plaie qui était déchiquetée, toute défaite dès le départ, et on voit qu'il y a un tissu qui est un peu jaunâtre au centre, mais qui est plus un tissu qui s'apparente à un tissu de réparation. Donc, il n'y a pas vraiment d'infection qui est présente dans cette plaie-là, mais avec une apparence comme ça, de la montrer à un professionnel de la santé, c'est sûrement une bonne chose parce qu'on reconnaît qu'il y a un peu de rougeur, qu'il y a peut-être des couleurs qui nous dérangent, une évolution qu'on avait peut-être moins prévue, et de la montrer, c'est la meilleure des choses. C'est douloureux. Exactement. La prochaine photo que je vais vous montrer, là, on voit clairement des signes d'infection qui s'installent. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le dessus du pied. Donc, à gauche, c'est vraiment les orteils qu'on voit débuter. Donc, cette plaie-là, elle est un peu surélevée, un peu entrouverte. Il y a du rouge qui s'installe au pourtour, qu'on voit là, un peu de jaune, surtout dans la partie inférieure, là, qui commence à s'installer. On ne serait même pas surpris que ça ait coulé un peu cette plaie-là. Et comme Gaëlle vient de le dire, les signes d'infection, douleur, si la douleur se réinstalle, la chaleur, la rougeur au pourtour et un écoulement, et que cette plaie-là commençait à ressembler à ça. Donc oui, définitivement aller voir pour cette plaie-là. Sûrement qu'il va y avoir un antibiotique qui va être donné. D'ailleurs, on voit que ça n'avait même pas été réparé, fait que c'est peut-être une plaie qui avait été laissée ouverte. On se dit que ça allait réparer tout seul, mais ça n'a pas eu. Surtout si la rougeur s'étend en dessous de la peau de plus en plus, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au-delà de la plaie. Tu as raison, Alain, dès le départ, il va y avoir une petite rougeur autour de la plaie. Cette rougeur-là, elle est normale. Si elle progresse, ça devient normal parce qu'une infection, une bactérie qui s'installe va créer une cellulite, donc une infection qui va progresser. Si je vous montre la dernière photo ici, vous voyez qu'il y a clairement du pus à l'intérieur de la plaie. Ça, c'est une plaie qui est clairement infectée puis qui a probablement pas été prise en charge très rapidement dans le début de son infection. Là, il y a vraiment du pus qui s'est installé. On a l'impression qu'il peut même y avoir un petit cratère en dessous de ça. La rougeur au pourtour, il faut nettoyer ça vraiment en profondeur avant de penser même intervenir avec des médicaments. Ouais. Donc, la couleur, l'évolution de la couleur non plus. Il faut les surveiller, donc. C'est en les surveillant qu'on va voir ces changements-là. Ouais. Maintenant, plus tard dans l'émission, on vous présente un traitement contre la bactérie C. difficile qui pourrait en choquer quelques-uns. La transplantation fécale. Après la pause. D'abord, il faut comprendre que l'urine, c'est stérile, généralement. Il n'y a pas de bactéries là-dedans. Là, c'est pas quelque chose qui peut nous donner de l'infection, à moins qu'on ait une infection urinaire, là, mais ça, c'est autre chose. Et il y a beaucoup de... Et plus tard... Après le traitement, c'est difficile de débalancer la flore. Si le patient ne refait pas cette flore-là, il peut faire un deuxième épisode.